When you have to do another work, which is to listen to people, to try to catch out the good ideas, and maybe try to say, what can we do with that? And how can we feed the guys that are going to be in the conference of parties that we can change things? And I loved when one of the speakers this morning said, we don't need to walk. We have to run, and no transition. We have to do now. So I propose just to share the work because we had a long and very deep and interesting day with a lot of content, a lot of ideas. And I propose, Pierre Ducré, maybe you can share with us what about the synthesis of the first part of the day, the morning, and then we're going to move to Brahim and have some more ideas about what we can share about this afternoon. Thank you. And as you want to do it, French, English is the same. We use both languages. We discussed a lot this point with Brahim, and we considered that being two French-speaking guys, and given the fact that the audience is probably mainly French-speaking, we thought that we could, at the end of the day, switch to French. And so, if you authorize us. Alors, je voudrais très rapidement... ouais. On va faire ça au pupitre. Écoutez, vous êtes tous à la fin d'une journée très dense, donc je pense que le devoir de la synthèse, c'est d'être extrêmement brève. Je voudrais prendre un mot-clé pour résumer les débats de ce matin, c'est le mot accélération. L'accélération, c'est ce qui est attendu de la finance climat. C'est ce qui est attendu de la finance verte, qui est tout simplement l'avenir de la finance, qui doit devenir la finance normale, comme ça a été dit ce matin. Et les signes de cette accélération étaient attendus aussi de cette deuxième édition du Climate Finance Day. Je crois que nous en avons eu beaucoup. Mais avant de donner quelques exemples, je voudrais juste dire pourquoi on a besoin d'accélération, parce que c'était aussi un des points des débats de ce matin. Très rapidement, on a besoin d'accélération parce que nous savons maintenant, depuis l'accord de Paris, que l'humanité a un budget carbone, qu'il faut respecter, que ce budget carbone, sans rentrer dans le détail, signifie qu'on doit être à zéro émission, comme ça a été dit à plusieurs reprises par des speakers de ce matin, dans le courant de ce siècle. Et que, pour la finance, cet impératif a des conséquences, c'est-à-dire que tout simplement, si on ne respecte pas ce budget carbone, il y aura, comme l'a rappelé Anthony Obley, des destructions massives de valeur, et le respecter peut au contraire créer massivement de la valeur. Donc vous voyez que c'est le point le plus important parce que c'est le couple sur lequel repose l'accélération possible, c'est tout simplement le couple risque, opportunité, c'est ça le moteur de la finance verte pour l'industrie financière. Et je crois que nous avons eu quelques exemples, quelques éléments très importants à ce sujet. Nous avons entendu la très importante coalition, Portfolio Decarbonization Coalition. Ayons bien en tête 600 milliards de dollars d'actifs gérés, engagés à réduire leur empreinte carbone. Comme nous l'a rappelé Olivier Rousseau. C'était des annonces et des engagements l'année dernière. C'est aujourd'hui en marche sous forme d'engagement auprès des compagnies, auprès des entreprises, d'engagement auprès des asset managers, sous forme de désinvestissement, d'exclusion. Donc c'est extrêmement puissant et ça fait école. Nous avons entendu ce matin la naissance d'une nouvelle coalition qui porte notamment sur la question de l'exploitation du pétrole, de la prudence que doivent manifester les investisseurs dans l'exploitation du pétrole de l'Arctique. Ce qui est un point qui concerne aussi Casablanca. J'insiste sur cet aspect. Où que nous soyons, la façon dont nous traiterons l'Arctique sera bien sûr essentielle. Enfin, nous avons entendu aussi que les discussions partout dans le monde se mettent en place sur les modes de régulation du système financier et que le cadre prudentiel dans lequel s'exercent les métiers financiers lui-même doit tenir compte de la question du climat. De ce point de vue-là, les conclusions
de la Task Force Bloomberg qui arriveront malheureusement après la COP22. Les conclusions définitives que Mark Lewis a données en partie, enfin non, il a donné les grandes lignes, seront essentielles pour donner des normes sur l'information qui doit être diffusée par l'ensemble des acteurs économiques et à l'ensemble des acteurs financiers sur les risques carbone. Donc tout ça, ce sont des grands facteurs d'accélération. Deuxième élément, un grand facteur d'accélération national ici, c'est le rôle que joue le Maroc, qui se positionne indiscutablement, et nous en avons eu des signes très importants ce matin, comme un accélérateur d'abord à son échelle nationale et un accélérateur à l'échelle du continent africain. Je voudrais insister sur le discours du ministre des Finances du Royaume ce matin, que je vous conseille à tous de relire avec attention, car pour moi c'est un cas d'école. Il est court, précis, extrêmement important. C'est peut-être le premier discours de ce type qui soit fait par un ministre d'un pays du Sud sur la question de la finance verte. Je retiens 3 choses dans le discours. La première, le ministre des Finances dit le problème principal, ce n'est pas le manque de ressources, c'est le manque d'instruments permettant de mobiliser les ressources existantes. Il n'y a pas beaucoup de ministres des Finances qui disent des choses comme ça. Le problème principal, ce n'est pas le manque de ressources. Et donc, c'est un manque d'intelligence. Deuxième chose, il challenge l'industrie financière marocaine sur sa capacité à justement créer les produits et orienter les financements vers les investissements verts. Et dans le même temps qu'il les challenge, il propose un cadre. Car il sait bien que ça ne sera possible que dans la mesure où les politiques publiques apportent un support et une aide à cette mobilisation financière. Et il a annoncé une initiative concertée avec l'ensemble de la place financière qui sera présentée à la COP22. Le Maroc nous réserve encore beaucoup d'éléments et beaucoup de surprises pour la suite de la COP sur le fait de fournir un cadre du secteur financier qui soit compatible avec le développement durable. Et troisième élément, il a aussi précisé qu'il préparait que le Maroc préparait avec l'assistance de la Banque mondiale des politiques fiscales qui seraient favorables au climat. Ça sonne comme quelque chose qui annonce une taxe carbone ou en tout cas des éléments de ce genre. Deuxième élément d'accélération marocain, bien sûr les engagements qui ont été pris par de grands opérateurs. Nous avons entendu Moustapha Bakouri annoncer le lancement aujourd'hui même de la première mondiale qui est l'émission d'une obligation verte marocaine par Mazen. Et je ne doute pas, connaissant un peu Moustapha Bakouri, que cette opération est aussi une très bonne opération financière pour Mazen et une opération de restructuration de sa dette qui doit être extrêmement avantageuse. Et c'est très important que le vert soit aussi profitable pour ceux qui l'émettent. Nous avons entendu aussi le CEO, le directeur général de BMCE. Alors je vais parler beaucoup de BMCE, enfin je ne vais pas être très long, mais je vais parler plusieurs fois de BMCE, mais tant mieux si ça suscite un peu d'émulation, car après tout la concurrence entre les établissements financiers et la concurrence pour le vert fait partie aussi des facteurs d'accélération. Donc il se trouve que c'était lui qui était présent ce matin et nous avons entendu le directeur général de BMCE à la fois annoncer lui-même la sortie imminente de l'obligation verte de la banque, qui sera la première obligation verte bancaire du continent africain. Et ce qui montre aussi d'ailleurs que les obligations vertes, ce n'est pas seulement un truc pour la corporate finance, mais que ça concerne finalement le refinancement des opérations de prêt du détail, de la banque de détail. Donc c'est un point essentiel. Et il annonçait aussi que la banque calculait son empreinte carbone, ce qui est aussi une première. Voilà pour les accélérations proprement marocaines, les impulsions d'accélération marocaine. Je crois qu'il y a un troisième sujet qui est apparu, alors aujourd'hui beaucoup plus clairement que ça n'était encore le cas l'année dernière, c'est le rôle des banques publiques. Toutes les banques publiques se sont présentées ou ont été présentées avant tout comme des facteurs d'accélération au sens où leur utilité est d'être alors pardonnez-moi, là c'est le mot en anglais parce que je retiens l'expression de Sean Kidney, leverage institutions. Et des catalyseurs de l'argent privé et de l'épargne domestique, qui est la principale ressource du développement et d'un développement vert. Ça, c'est le cas qui a été présenté par la Banque mondiale, mais qui a été aussi présenté par la Banque africaine de développement, dont on a parlé beaucoup à propos de la Banque européenne d'investissement. Chris Knowles disait « Nous sommes parmi les plus gros et pourtant nous sommes tout petits ». Donc la question c'est qu'est-ce que nous faisons avec l'argent du contribuable qui indirectement en fait nous est confié. Mais c'est le cas aussi de la BERD,
de la KfW qui ont été cités aussi, et bien sûr, je n'oublierai pas l'Agence française de développement. Il y a eu 3 exemples très importants et à mon avis emblématiques de ce point de vue-là, de la coopération entre les banques publiques et le système financier privé. 3. Le premier, c'est celui, et là encore on retrouve la BMCE, c'est celui qui a été lancé à l'origine par la BERD, mais d'autres institutions y participent, et qui s'appelle Morcef, sur les questions de l'efficacité énergétique. Le second, il est très intéressant aussi, il est plus récent, et c'est un programme où l'AFD joue un rôle très important sur l'adaptation dans le domaine de l'eau. Dans ces 2 cas, il s'agit de lignes de crédit ouvertes avec des banques commerciales. On est typiquement dans des opérations où des banques publiques font levier sur des opérations de banques commerciales. Et le 3e exemple, extrêmement important, qui a été présenté ce matin, c'est un exemple de création d'un fonds en equity, en fonds propres, qui lui-même a un rôle d'accélérateur destiné à faciliter les financements verts vers les petites entreprises. Et on retrouve aussi, bien sûr, la BEI. Dans tous les cas, ce qui me semble important dans ces exemples, c'est qu'on sort des gros objets. Bien sûr, il y a des gros objets à financer pour la transition, mais une grande partie de la transition se fera avec les financements d'investissements diffus des particuliers, des petites entreprises. Et sur ce sujet-là aussi, les banques publiques ont un rôle important pour collaborer avec le système financier privé et domestique. Le but étant, bien sûr, de faire baisser le coût du capital, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Cette question du coût du capital, on l'oublie un peu en Europe, parce qu'aujourd'hui, on a des taux d'intérêt extrêmement faibles. Le coût du capital dans les pays du Sud reste relativement élevé. On a des taux d'intérêt positifs, des taux d'intérêt réels positifs. Il faut absolument faire baisser le coût du capital pour le vert. Et le rôle de l'argent public, de ce point de vue-là, est essentiel. Et toute l'ingénierie financière, ça a encore été cité tout à l'heure, en matière de garantie, est bien sûr fondamentale. 3e point, 3e accélérateur, bien sûr, le phénomène d'accélération en soi, les obligations vertes, dont il a été beaucoup question ce matin. Leur développement exponentiel, nous l'avons bien compris, n'est pas une mode. Leur développement exponentiel correspond à une demande croissante des investisseurs qui, pour les raisons que j'évoquais il y a un instant, sont engagés dans une course à la décarbonation de leur portefeuille et pour lesquels les obligations vertes sont l'outil roi, en quelque sorte, de cette décarbonation. Ce qu'il faut avoir en tête, et là je m'adresse à tout le monde et à tous ceux qui ne sont pas forcément très familiers avec ces débats, c'est ce qui est important dans cette affaire, c'est que les obligations vertes, c'est moins un produit qu'un processus par lequel des informations sont échangées entre des gens qui offrent du capital et des gens qui demandent du capital. Et derrière cette question, ce processus et ces discussions sur qu'est-ce qui est vert, comment on les flèche, qu'est-ce qu'on fait après, etc., quels sont les impacts, derrière ces débats, et on n'est pas au bout de ces débats, c'est l'accès au capital, tout simplement, qui est en jeu. Vous voyez, ce n'est pas le coût du capital, c'est l'accès au capital. C'est-à-dire, ce que nous dit le mouvement des obligations vertes, c'est qu'aujourd'hui, pour accéder au capital vert, à la partie de ce capital à la partie du marché des capitaux qui a décidé de se verdir, eh bien, il faut montrer patte verte, comme on dit en français. Ce que nous pouvons espérer, et ça sera le sens de l'accélération, c'est que demain, pour accéder au capital tout court, il faudra monter patte verte. Et enfin, je voudrais terminer, et vous me pardonnerez ce parti pris, mais après tout, un rapporteur est libre de faire des choix un peu arbitraires. Je voudrais terminer en rendant un hommage particulier à Lady Chinelo de PENCOM, régulateur du fonds de pension nigérian. Parce que pour moi, ce qu'elle a dit ce matin est absolument essentiel à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle vient d'un pays dont les ressources sont pour bonne partie des ressources pétrolières. Deuxièmement, parce qu'elle est emblématique de la mise en place d'investisseurs sur le continent africain avec un potentiel de développement absolument considérable. Troisièmement, parce que cet investisseur, qu'elle régule, a pris comme choix de financer des infrastructures dont on sait que le besoin, non seulement au Nigeria, mais sur l'ensemble du continent africain, est absolument considérable. Et nous savons, et de ce point de vue-là, son intervention était emblématique et illustratif du rapport récent de la New Climate Economy, nous savons que de toute façon, nous allons dépenser à l'échelle du monde 6 000 milliards par an pour faire des infrastructures. Et que la question, c'est de ne pas rater la façon dont nous allons les faire. Et ce que nous a dit Lady Chinelo, et encore une fois, je la salue, c'était justement ça qui était la priorité
du système de pension qu'elle régule par l'introduction dans les décisions d'investissement en infrastructure des préoccupations du développement durable et bien sûr du climat. Donc merci à elle et merci à tous et bravo. Merci Pierre Ducré. Merci pour cette belle et brillante synthèse.